Bonjour tout le monde et bienvenue à la Mentalité verte. Aujourd'hui à l'émission, je discute avec Ali Matouba de plusieurs dossiers environnementaux qui sont très importants et très d'actualité cette semaine. On va parler premièrement des oléoducs proposés pour traverser le Québec et tout le débat entourant ça dans la campagne d'élection fédérale en ce moment. On va aussi parler de la tarification de carbone. Monsieur Carney, le premier ministre, a aboli la taxe carbone fédérale et la Colombie-Britannique aussi a abandonné son modèle de taxation de carbone, laissant le Québec comme la seule province avec un prix sur la carbone actuellement. On va discuter des implications de ce qui est arrivé en politique fédérale et avec le retrait de la Colombie-Britannique. On va aussi discuter de l'enjeu de l'agrandissement du site d'enfouissement à Blainville, le projet Stablex, qui cherche à importer des déchets dangereux de l'étranger, notamment des États-Unis, et les enfouir dans ce qui est actuellement un boisé dans la ville de Blainville. Et bien sûr, les gens locaux s'opposent très fortement aux actions du gouvernement Legault pour forcer la ville de Blainville, à travers une loi spéciale, de vendre son boisé aux développeurs du site d'enfouissement. Une loi qui a été adoptée en plein milieu de la nuit sous le bâillon à Québec. Donc, pour parler de la première question, bonjour Ali Matou. Donc, on a vu toute une résurgence là, de l'argumentaire comme de quoi que le Québec devrait accepter des pipelines sur son territoire pour plaire au Canada, dans un contexte où beaucoup de gens cherchent à agrandir les échanges entre les provinces face aux menaces de Donald Trump et aux tarifs, etc. Comment tu trouves cet enjeu-là? On a passé tellement de temps comme mouvement écologiste au Québec à bâtir un consensus. Par où tu vois développer cet enjeu? Mais moi, je comprends pas on remette l'enjeu des pipelines sur la map là. Pour moi, je pense que le parti et tous les écologistes sérieux là, tout le monde s'oppose catégoriquement à tout nouveau projet de pipeline, que ce soit ici ou ailleurs au Québec. Je pense qu'il y a un consensus clair dans la communauté scientifique et chez tous les acteurs écologiques sérieux là. On ne peut pas construire d'infrastructures fossiles en 2025. Pour moi, c'est pas un final là. Et pour moi, le discours sur la sécurité énergétique, c'est une distraction. On se rappelle du projet GNL Québec qui visait à exporter du gaz naturel liquéfié, qui a été massivement rejeté. Surtout, il y a eu une grande mobilisation, que ce soit des écologistes. Il y a même un consensus assez rare de tous les écologistes sur ce point, et aussi une forte résistance des communautés locales, bien que les promoteurs à l'époque affirmaient qu'ils soutiendraient la transition énergétique. Je pense que ce projet a été critiqué pour son impact environnemental majeur, notamment sur les écosystèmes sensibles, les espèces en péril, et même une analyse gouvernementale à l'époque, en 2021, a conclu que c'était un projet pas viable. Il a reconnu les préoccupations écologiques et le manque d'acceptabilité sociale. Je comprends pas comment cette victoire contre l'industrie fossile qui était bien saluée par tout le monde, qu'on peut repenser à parler de pipeline. Pour moi, ce qu'on observe avec ces discours, c'est le retour des discours pro-pipeline. C'est une tentative de recycler ces vieilles idées toxiques sous un nouveau vernis, mais en réalité, ces projets nous rendent plus dépendants, plus vulnérables et nous éloignent de la vraie transition énergétique. Pour moi, chaque pipeline construit aujourd'hui est une dette écologique pour les futures générations. Ouais. Puis surtout que ces oléoducs comme Énergie Est sont faits surtout pour l'exportation de pétrole. Donc, si on ouvre un oléoduc comme ça, mais ça veut dire que les compagnies étrangères vont être capables d'infliger davantage de dommages environnementaux au Canada à travers des sables bitumineux et l'extraction de ce pétrole-là. Fait que, tu sais, moi, je pense que le consensus est bien établi au Québec. Ça serait pas mal difficile de faire passer un oléoduc
par ici. Mais on l'entend quand même dans la rhétorique de Pierre Poilievre. C'est bien de voir que les autres chefs de parti ne semblent pas vouloir, mais en même temps, c'est pas parce qu'il dit ça en campagne électorale que le premier ministre Mark Carney va pas revenir à la charge une fois au pouvoir pour pouvoir imposer un oléoduc de force. Là, les lois le permettent quand même quand ça traverse des frontières provincial de faire approuver le projet par le fédéral seulement. Fait que c'est certainement un enjeu de ce côté-là, mais j'ajouterais aussi que la lutte contre les oléoducs, c'est parmi les sujets qui font consensus complètement dans le mouvement écologiste, Ouais. contrairement à d'autres sujets comme par exemple le rôle des véhicules électriques dans un avenir propre, vert. Ça, il peut y avoir différentes opinions, mais quand on parle d'oléoduc, c'est le consensus total contre ça, puis même que je dirais que ça a permis aussi de construire là, le mouvement écologiste au Québec, là, d'avoir des sujets comme Énergie Est là, qui ont vraiment pu rallier absolument tout le monde. Ben oui, ce n'est pour moi quand on met les oléoducs comme si c'est un débat économique là, pour moi ce n'est pas une question de débat économique, c'est une question de responsabilité. On ne peut pas continuer à faire comme si on avait le choix là. Les changements climatiques, notre responsabilité. Pour moi, le vrai débat devrait être pourquoi investir autant de milliards dans des énergies du passé alors qu'on devrait tout mettre dans l'efficacité énergétique, dans l'électrification, dans les transports collectifs. C'est là qu'il y a l'avenir. On peut pas recycler des idées du passé qui marchent pas et qui sont pas bien pour l'environnement juste pour avoir des votes ou pour des enjeux électoralistes. L'environnement, je pense, ça devrait pas avoir de compromis, là. Ouais, exact. Puis, il ne devrait pas nous faire retourner en arrière, puis les débats qui sont déjà réglés comme le lien du Québec, pour qu'on puisse se concentrer là, sur des causes, des nouvelles causes, comme celui qu'on va parler tantôt à Blainville avec les déchets de matières dangereuses. Mais avant de venir sur ce sujet-là, je voulais discuter du système de taxes de carbone au pays. Comme on l'a dit dans l'introduction, le premier ministre Carney a annulé carrément la taxe carbone là, sur les consommateurs. Ça a fait diminuer le prix d'essence dans les provinces hors de Québec, mais de quelques cents la litre, je pense pas vraiment que les problèmes économiques du Canada sont réglés à cause de ça, là, loin de là. Puis ça nous laisse sans avoir aussi le rabais qui a été envoyé aux gens là, pour ça. Mais le Québec, comme sur les oléoducs, on semble avoir un certain consensus sur le marché du carbone. Je veux dire consensus plus vers le fait qu'il devrait avoir un prix sur le carbone. C'est même le Parti du Québec a vraiment critiqué le modèle actuel qui est en place au Québec, qui impose, oui, un prix sur la carbone, mais qui est pas très, très cher. Puis qui permet aussi là, d'envoyer nos fonds en Californie plutôt que de les utiliser au Québec là, pour réduire les émissions. Mais bon, un système de marché, je pense que les gens ils souhaitaient que l'ensemble des États-Unis et du Canada s'abonnent à quelque chose comme ça, puis il y a réellement une augmentation de prix à chaque année. Mais il reste que on est maintenant la seule province au Canada avec un tel système en You! place. Puis fait qu'on on peut se contenter de ça. Puis je veux dire, comme le Legault, il a renversé son opposition à ça avant de prendre le pouvoir. Fait tant mieux. Comment tu vois cet enjeu-là de taxation carbone? Tu sais, moi, quand on entend parler de taxe carbone, les gens pensent comme c'est un truc compliqué, mais qui sert à rien. Mais en fait, pour moi, l'idée est très simple. Faire payer ceux qui polluent. Si c'est une entreprise ou un secteur qui émet beaucoup de gaz à effet de serre, elle paye plus. Et cet argent-là peut ensuite servir à aider les gens à faire la transition, comme avoir accès à du transport en commun gratuit ou rénover leur maison pour qu'elle consomme moins. Je pense que c'est un peu l'idée que le Parti vert met de l'avant. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est que ce ne sont pas toujours les plus gros pollueurs qui payent. Je pense que c'est surtout ça qui fait peur aux gens, qu'on dise que ça va impacter les citoyens alors qu'ils ont. Mais non, si
c'est les gros pollueurs qui doivent payer plus et il y a encore plein de compagnies qui polluent plus mais qui reçoivent des passes gratuites pour continuer à polluer comme si de rien n'était. Et souvent, ce sont les citoyens et citoyennes qui finissent par payer plus cher à la pompe, sur leurs factures, sur le chauffage, etc. Fait que la taxe carbone, le parti vert, ce que nous disons, c'est oui à la taxe carbone, mais à condition qu'elle soit juste. C'est pas aux familles, aux personnes à faible revenu, aux petites entreprises de payer le prix des erreurs des grandes compagnies, là. C'est aux pollueurs de payer. Et cet argent-là, il faut qu'on le réinvestisse directement dans des solutions concrètes. Donc, c'est comme, on complexifie, alors que si on fait la taxe carbone, c'est vraiment, c'est pour l'environnement, c'est pas pour faire payer les gens qui sont déjà, qu'ils fassent pas le choix entre l'épicerie et payer la taxe là. Mais on s'entend si c'est une bonne redistribution, si c'est fait dans les bonnes façons, c'est une bonne taxe là, la taxe carbone. Non? Ouais. Puis c'est d'ailleurs pour ça que le Parti du Québec a une position quand même unique là, sur la taxe carbone, c'est-à-dire que le prix carbone que les gens vont payer va être variable là, dépendant de par où ils habitent, de combien d'enfants qu'ils ont et de quel niveau de revenu ils sont. Parce que, tu sais, je pense que c'est un peu ça l'erreur avec la taxe carbone fédérale, qui, il faut dire, a quand même été impopulaire dans certaines sections du pays. Mais, tu sais, cette taxe-là, c'était un montant fixe, là, tu sais, même chose pour tout le monde. Puis, tu as des gens dans les communautés rurales, mettons, qui ont deux, trois enfants, qui ont des véhicules un peu plus larges, puis qui doivent se déplacer de longues distances pour aller travailler, pour aller à l'épicerie, n'importe où. Fait que ces gens-là ont pas mal plus de difficultés là, à réduire les émissions que les gens qui sont en centre urbain. Puis c'est pour ça que les gens dans les centres urbains qui ont la possibilité de réduire leurs émissions, mais devraient avoir un taux qui est un peu plus cher là, que les gens dans les régions. Ça veut pas dire que les gens dans les régions ne peuvent pas faire d'efforts comme le covoiturage et ce genre de choses. Mais à quelque part, là, il faut quand même appliquer les leviers économiques pour faire en sorte que les gens ils font le changement. Fait que, c'est le fait que les gens auraient à payer un peu plus cher de l'essence, mais par exemple, auraient le transport en commun gratuit, efficace un peu partout, et que les gens qui sont dans les régions, que ça va prendre un certain moment avant que le transport en commun s'étale jusqu'à là, mais pourraient avoir le bénéfice là, d'un rabais sur la taxe carbone. Fait que, je pense que c'est un peu ça qui a pu générer la colère là, au Canada sur la taxe carbone, c'était que c'était appliqué à tout le monde, peu importe les moyens de payer, peu importe leur possibilité de réduire leurs émissions. C'est ça. En gros, je pense que la taxe carbone, c'est un bon outil, mais seulement si elle punit la pollution, là, pas les personnes qui sont à faible revenu, donc les grosses entreprises qui polluent, et que ça doit être équitable. Tu sais, comme tu l'as mentionné, faut pas que le fardeau soit plus grand pour les personnes qui n'ont pas les moyens et plus petit pour les gros pollueurs. Donc, je pense que c'est un bon outil, mais il faut le faire de façon équitable pour que c'est les plus gros pollueurs qui payent le plus. Ouais, ouais, exact. Puis notamment avec le système en place au Québec, mais il donne des exemptions aux grands pollueurs pour faciliter l'adoption du projet. Fait qu'il donne carrément des permis de polluer. Fait que c'est sûr que ça peut être problématique quand c'est fait pour avantager les grandes entreprises comme celui au Québec. Ouais. Pour changer de sujet, il y a aujourd'hui encore une nouvelle manifestation à Blainville sur le sujet du dépotoir de Stablex, une compagnie qui cherche à prendre possession d'un boisé public qui appartient à la ville de Blainville et le transformer en site d'enfouissement pour des matières dangereuses, souvent importées des États-Unis. Drôle d'anecdote, là, les lois environnementales semblent plus sévères pour ça aux États-Unis. Les compagnies sont tenues de leur responsabilité jusqu'à peu près de tuité là, pour ces produits-là. Fait que ça peut devenir très cher de les enfouir parce que les entreprises doivent soit acheter ce service-là auprès de quelqu'un d'autre ou s'arranger là, pour qu'il soit traité de manière juste. Mais s'ils exportent en dehors du pays, mais là, les lois, ils s'appliquent plus aux États-Unis. Fait que c'est là où la compagnie voit un marché puis une opportunité d'affaires là, d'importer ces déchets-là à Blainville, à juste
200 kilomètres de la frontière des États-Unis. Mais bien sûr, les gens locaux, ils veulent absolument rien savoir de tout ça. On avait discuté sur l'épisode il y a 2 semaines. Mais depuis ce temps, François Legault a carrément adopté une loi sous le bâillon, donc de urgence, en limitant le débat, qui forçait la ville de Blainville à vendre son terrain à l'entreprise pour un projet qui est approuvé par Québec. Puis c'est quand même assez agressif comme tactique du gouvernement. Ça se fait en pleine campagne d'élection fédérale où toute l'attention est mise sur le fédéral, les États-Unis, etc. Mais en même temps que tu sais, toute la classe politique cherche à vraiment réduire les dépendances aux États-Unis, puis à consommer des produits locaux. Même François Legault a interdit la vente d'alcool américain dans le SAQ, mais il veut pas l'interdire l'importation de déchets dangereux. Fait que tu sais, c'est quand même assez spécial que ça soit adopté sous le bâillon en plus, en plein milieu de la nuit. C'est un processus qui fait accélérer l'adoption de projets de loi qui normalement ont un temps minimal de débat. Ils ont carrément fait le court-circuit sur ça pour l'adopter en pleine nuit. Comment se trouve cette situation-là? Pour moi, Blainville, le Québec, ne doit pas être la poubelle de l'Amérique du Nord là. C'est une ligne rouge là, surtout des produits dangereux là. On ne peut pas accepter ce genre de projet sans transparence, sans contrôle strict et surtout sans l'accord des communautés locales là, concernées, parce que c'est elles qui vivent là, c'est les personnes qui vivent là. S'ils disent qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale, je pense qu'il faut revoir en profondeur le processus d'évaluation environnementale, intégrer les communautés locales, les Premières Nations, les citoyens et des scientifiques. Je pense que la logique du profit à court terme ne peut pas passer avant la sécurité publique et la protection des écosystèmes. On a vu un peu avec ce qui s'est passé avec nos Rwanda là. Je pense que si je sais pas comment ça se passe, le gouvernement réfléchit ou s'ils doivent négocier. Pour moi, on sait que il y a des négociations, des flux de matériel résiduel et des réalités interprovinciales et internationales. Mais si on devait absolument, si une entente devait absolument exister, je pense qu'il devrait inclure des contreparties claires. Par exemple, que nos déchets aussi, notamment ceux issus de nos industries, puissent aussi être traités ailleurs de manière sécuritaire, dans des installations certifiées, ou encore que les revenus générés servent à développer des technologies de traitement ici au Québec. Donc, pour moi, on doit toujours essayer de concilier protection de l'environnement, acceptabilité sociale et aussi contrepartie dans la transparence. Je veux pas qu'on a vu avec Northvolt ce qui s'est passé. Je pense que la transparence, le gouvernement utilisait le bâillon, ça montre que ça manque de transparence, tout ça. Ouais, c'est ça. Puis si on est, comme tu as dit, si on était pour accepter les déchets des États-Unis, mais il faut qu'on reçoive quelque chose en contrepartie, puis que ça soit négocié dans un accord, tu sais, de juste dire, mais on accepte ça comme ça serait n'importe quel objet dans n'importe quelle entreprise. Je veux dire, tu sais, avant, le Québec exportait nos déchets en Chine, en Philippines, mais ces pays-là ont banni l'importation de déchets canadiens là-bas. Fait que, tu sais, c'est quand même particulier. Puis, on devrait développer notre propre économie circulaire ici qui permet de traiter les matières résiduelles de façon écologique. Il y a quand même 80% et plus de ce qui est mis dans le bac de recyclage qui est pas recyclé, qui se ramasse à l'enfouissement. Le Québec n'a pas mis les efforts là, pour traiter nos déchets. Maintenant, on commence à accepter des déchets d'ailleurs. Puis comme tu as mentionné dans le cas de Rouyn-Noranda avec Lancor, c'est un autre exemple d'une compagnie qui importe des déchets, dans leur cas à eux électroniques, pour les réchauffer et extraire différents matériaux. Donc, c'est quand même du recyclage, quand même le traitement de déchets, mais il reste que c'est un processus qui est quand même très sale, qui a des émissions d'arsenic qui se sont promenées à 150 km de l'usine. Donc, il y a quand même des effets sur la santé, sur l'environnement, même quand on parle de
de recyclage. Puis, tu sais, il faut souligner à Blainville, c'est pas du recyclage qu'ils font, c'est carrément des déchets là, qui vont être enfouis, qui vont rester là pendant des milliers d'années. Mais toute cette stratégie-là, tu sais, de gestion de matières résiduelles, puis de matières dangereuses, elle doit être adressée au Québec. Tu sais, ça me fait penser, il y a quelques années, j'étais impliqué dans la ville de Pointe-Claire là, à tenter de faire nettoyer un site où il y avait eu un déversement de BPC. Donc un produit qui venait de transformateurs électriques, en gros une substance huileuse qui serait d'isolant, mais qui est très, très dangereux pour la santé, qui a été banni depuis les années 80. Mais il y avait un déversement de ça à Pointe-Claire, puis tu sais, le gouvernement n'osait pas le nettoyer. Il fallait qu'on travaille très, très fort là, pour que ça soit traité. Puis pendant ce temps-là, il y a aussi eu des scandales comme de quoi que le crime organisé au Québec s'arrangeait pour prendre des chargements de sol contaminés et simplement de faire disparaître dans la nature. En ce moment même, dans la réserve autochtone de Kanesatake, proche de Oka, il y a un dépotoir illégal qui a été ouvert par les gens qui résident dans la communauté, mais qui permet aux gens de faire disparaître là, des terres contaminées. Puis, tu sais, vu que ça soit parce que c'est sur une réserve, mais c'est sûr que c'est un peu plus compliqué pour le gouvernement de s'en occuper. Mais le gouvernement n'ose pas s'occuper. Tu sais, il fait absolument rien pour ça. Les gens sont intimidés sur place. Tu sais, le conseil de bande est pas capable de maîtriser la situation, puis ils ont quand même essayé un peu. Fait que ça démontre à quel point c'est le bordel total au Québec là, quand vient le temps de parler de gestion de matières résiduelles. Puis, tu sais, je pense que c'est un sujet qui a peut-être été négligé là, par le mouvement pendant un certain temps, mais il y a certainement beaucoup de gens qui se mobilisent à Blainville là, pour dire non à ça. On va voir s'ils vont réussir à faire renverser le projet de loi qui a déjà été adopté, mais chose certaine, avec l'adaptation de ce projet de loi-là, c'est pas mal plus difficile pour eux. Là, le projet risque d'aller de l'avant. Là. Ouais, puis moi, je suis contente quand même de la mobilisation citoyenne qu'il y a là, parce que c'est les personnes là qui vivent à Blainville qui sont les principales concernées, et il y a une forte mobilisation que je salue. J'espère que ça va porter fruit, comme ça a porté fruit avec GNL Québec, ou tous les projets qu'on sait qui sont dangereux, même sous bâillon, il faut continuer à se battre. Ouais, exactement. On va se battre contre le bâillon. Puis, pour la taxe carbone et contre le site de déchets, puis je pense que c'est important aussi qu'on garde les oléoducs, les gazoducs en dehors du Québec. Donc, Mark Carney va avoir une tâche difficile, pour dire le moins, s'il décide de passer par là. En tout cas, les Mathieu, ça a été un plaisir, comme toujours, de discuter avec toi. Puis, on va revenir d'ici les prochaines 2 semaines là, pour discuter de d'autres actualités environnementales et politiques au Québec. Et donc, je te remercie de ta participation. Merci, Alex.